Google lance l'intelligence personnelle dans Gemini, permettant à l'assistant d'utiliser le contexte de vos emails, photos et applis connectés. Open.ai encourage l'adoption mondiale avec ChatGPT Go à 8 € par mois et prévoit de tester des publicités sur les comptes gratuits et Go. Black Forest Labs a lancé Fluxpoint Declan, offrant la génération d'images photoréalistes en moins de 0,5 secondes sur GPU grand public. Google tentera une troisième fois de lancer des lunettes intelligentes en 2026 pour enfin surmonter l'échec des Google Glass. Alors parlons-en, d'accord ? Commençons par la plus grosse nouvelle. Google lance quelque chose appelé intelligence personnelle dans Gemini. Google a essentiellement annoncé que Gemini allait recevoir cette nouvelle fonctionnalité. Cela utilise vos propres données provenant de Gmail, Google Photos et d'autres applications connectées pour vous donner des suggestions personnalisées. Et ça paraît évident, non ? Oui, c'est le rôle d'un assistant. Mais le problème c'est que, historiquement, ils n'ont jamais été vraiment personnels, n'étant que des chatbots génériques. Ils n'avaient aucune mémoire durable de votre vie, sauf si vous leur racontiez tout vous-même. Google, Siri et Alexa étaient surtout des moteurs de recherche vocaux, pas de vrais assistants. Google propose ici quelque chose de différent. Il transforme Gemini en quelque chose qui peut réellement examiner vos interactions passées, vos emails, vos photos, votre activité, puis générer des recommandations en se basant là-dessus. Donc, au lieu que Gemini vous donne un itinéraire de voyage aléatoire pour Paris qui ressemble à quelque chose sorti d'une brochure touristique, il peut créer quelque chose qui est adapté pour vous, comme s'il se souvenait du genre d'endroit que vous aimez habituellement. Il peut extraire des détails de vos voyages précédents, il peut même identifier des tendances à partir des photos que vous avez prises. Et Google présente cette fonctionnalité comme quelque chose destiné aux familles, aux particuliers, aux professionnels, en gros à toute personne qui vit déjà dans l'écosystème Google, pour l'organisation, les voyages, la planification, les emplois du temps quotidien, tout ça. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est la façon dont Google vend ça. Ils insistent énormément sur la confidentialité et le contrôle de l'utilisateur, ils disent. Gemini vous permet de contrôler les applications connectées et d'activer la personnalisation selon votre choix, contrairement aux anciens assistants. Ce point est important. Vous ne donnez pas définitivement les clés à Google. Vous pouvez activer ou désactiver la personnalisation à tout moment et choisir quelles applications sont connectées. Google précise que Gemini utilise les données en temps réel sans les exploiter pour entraîner le modèle. C'est le message essentiel à retenir. Nous n'entraînons pas notre modèle sur vos emails ou photos Gmail, mais certaines requêtes filtrées et réponses peuvent être utilisées, donc l'absence totale d'utilisation des données n'est pas garantie. Cependant, il distingue clairement personnalisation et entraînement tout en exigeant la transparence. Gemini est censé être plus transparent sur la provenance des informations, afin que les réponses ne donnent pas l'impression d'une lecture de pensée inquiétante. Et puis, il y a toute la question de l'option de refus. Google affirme que vous pouvez refuser, modifier la confidentialité et que des garde-fous existent pour les sujets sensibles. Ils mentionnent aussi des fonctions de correction, permettant aux utilisateurs de rectifier Gemini s'ils se trompent. Excellent argument marketing. Pourquoi Google agit-il maintenant ? Parce que la personnalisation fidélise au mieux les utilisateurs. Si Gemini centralise toute votre vie numérique, Gmail, photos, cartes, planification, changer de plateforme devient très difficile. Vous ne pouvez pas juste dire « Du centre pas esquisse, j'utiliserai un autre assistant », car aucun n'a votre contexte personnel dans l'univers Google. Google sait que c'est leur atout. Ils utilisent en leurs données et les plateformes courantes. Gemini, avec l'intelligence personnelle, montre que Google veut gagner l'assistance grâce au contexte. S'ils réussissent sans scandale de vie privée, c'est un avantage inquiétant. Alors que Google avance vers une intelligence artificielle personnalisée, Open.ai suit une autre voie et vient de lancer ChatGPT Go dans le monde entier. Leur nouvelle formule d'abonnement bon marché est désormais déployée partout où ChatGPT est disponible. Cela a débuté en Inde en août 2025 et s'étend désormais partout, y compris aux États-Unis. Le tarif est de 8 $ par mois, soit entre la version gratuite et l'abonnement à 20 $. C'est une démarche agressive car pour beaucoup, 20 $ par mois reste un frein psychologique, comme l'abonnement à Netflix. Certains le paient, beaucoup hésitent. 8 évoque un abonnement décontracté, du style « pourquoi pas je teste ». Go reste important car OpenAI ne l'a pas rendu inutile. Go repose sur GPT-52 Instant pour un usage intensif. Il offre plus de messages, permet le téléchargement de fichiers et la génération d'images. Ce n'est pas juste une version gratuite améliorée, c'est votre outil principal au quotidien.
En plus de cela, Go inclut également une mémoire plus longue et une fenêtre de contexte plus large, ce qui, encore une fois, est vraiment ce qui compte pour une utilisation quotidienne. Avec plus de mémoire et de contexte, ce n'est plus un jouet. Il facilite l'accès à l'analyse de données avancée avec Python, prend en charge les projets et permet aux abonnés de créer et modifier des GPT personnalisés. C'est ça la stratégie d'écosystème, même le 8e niveau peut créer et modifier des GPT personnalisés. OpenAI souhaite que des millions de personnes créent proprement de petits assistants, outils et workflows. Cela rend ChatGPT similaire à un système d'exploitation, pas seulement à un chatbot. Les compromis sont clairs. Les utilisateurs de Go n'accèdent ni à GPT-52 Pro ni aux anciens modèles comme GPT-40. L'agent Codex et la recherche approfondie sont réservés aux abonnements, plus ou supérieurs, maintenant ainsi un système à plusieurs niveaux. OpenAI ne propose pas tout gratuitement, mais Geo marque une grande avancée vers le public. Voici maintenant la partie qui va en agacer plus d'un. OpenAI a annoncé que des publicités seront testées aux États-Unis pour les utilisateurs gratuits et Geo dans les semaines à venir. Des publicités à l'intérieur de ChatGPT. Et ils disent que c'est pour soutenir le prix plus bas. De plus, les offres Pro, Business et Enterprise resteront sans publicité. Donc ils mettent en place une économie de l'intelligence artificielle financée par la publicité et OpenAI essaie de faire en sorte que cela paraisse sûr. Ils disent que les publicités seront étiquetées et séparées des réponses. Ils disent que les publicités n'influenceront pas les réponses. Ils disent que les publicités seront bloquées autour des sujets sensibles comme la santé et la politique. Donc vous ne demanderez pas « j'ai une douleur à la poitrine, puis verrez ». Achetez ce complément alimentaire. Et c'est important parce que si jamais les publicités se retrouvent mêlées aux réponses, cela détruit complètement la confiance instantanément. Malgré tout, c'est un tournant majeur. OpenAI reconnaît que l'intelligence artificielle a besoin de prix plus élevés ou de publicité pour passer à grande échelle. C'est essentiellement le modèle de YouTube. Soit vous payez plus, soit vous regardez des publicités. Et apparemment, certains utilisateurs de Go ont déjà signalé des cas particuliers d'abonnement et de mise à niveau sur les forums d'OpenAI. Ce qui est assez logique, car chaque fois que vous ajoutez un nouveau niveau, la facturation devient compliquée. Google crée une intelligence personnelle liée à vos données, tandis qu'OpenAI veut populariser ChatGPT en le rendant moins cher et financé par la pub. Avant d'aborder les lunettes, évoquons la troisième histoire, l'une des plus folles techniquement. Black Forest Labs a lancé Flux de Klein. Si vous suivez la génération d'images, vous savez déjà que Flux est l'un des systèmes les plus photoréalistes. Maintenant, ils ont sorti une nouvelle famille de modèles destinés aux développeurs, créateurs et équipes de recherche. En résumé, c'est pour ceux qui veulent générer et éditer rapidement des images de qualité, sans attendre longtemps. 2 modèles sont lancés, 4B et 9B, et la licence est répartie de manière très délibérée. Le modèle Flux.Declin 4B est sous licence Apache 2.0. C'est une licence très ouverte, en gros, vous pouvez créer ce que vous voulez. Le modèle 9B est sous licence Flux non commercial. Vous pouvez le tester et l'utiliser librement, mais pas créer ou monétiser directement un SaaS payant avec. Les 2 modèles sont publics et les démos accessibles à tous. Tous. Maintenant, la raison principale, Flux de Klein permet une inférence ultra rapide, en moins d'1 seconde. Ils évoquent la génération ou modification d'images en moins de 0,5 secondes, c'est du temps réel. La génération d'images n'est plus une étape à part, elle s'intègre instantanément au workflow. L'autre point clé, c'est le matériel. Ils affirment que cela marche sur des GPU grand public avec 13 Go de mémoire vidéo vive, ce qui est remarquable car la plupart des créateurs n'ont pas de GPU Workstation de 48 Go, mais des cartes grand public. Ainsi, faire tourner un générateur d'images photoréalistes rapides sur du matériel courant permet d'accéder à de nombreux outils créatifs locaux. Maintenant, ils mettent aussi en avant cette architecture unifiée, ce qui signifie que la même architecture prend en charge la génération de texte vers image, l'édition d'images et la génération multiréférence. Ce n'est pas 3 modèles distincts assemblés rapidement, mais un système unique polyvalent. Puis, ils optimisent avec des versions quantifiées, précision flottante 8 et NV précision flottante 4. La quantification est essentielle car elle diminue l'usage de la mémoire vidéo vive de 55%. Cette famille de modèles devient soudain accessible à plus de GPU. Contrairement aux anciennes versions, les modèles Klein offrent des rendus photoréalistes variés et des interfaces de programmation d'applications prêtes pour la production. Cette dernière partie est importante parce que beaucoup de modèles sont impressionnants en démonstration mais sont pénibles à intégrer. Ils disent que celui-ci est prêt pour une utilisation en production réelle. Les benchmarks montrent que le 9B égale ou dépasse des concurrents plus grands en vitesse et qualité visuelle.
Forêt Noire affirme pouvoir concurrencer de plus gros systèmes tout en étant plus rapide et léger. Il présente cela comme une intelligence visuelle en temps réel, prête pour les agents, expression essentielle. Quand les images sont générées et modifiées instantanément, les agents peuvent les intégrer à leurs tâches comme outils courants, non comme gadgets. Créer des diapositives, générer des schémas, éditer des images, concevoir des maquettes et prototyper des idées. Donc oui, Fluxpoint de Clean est l'une de ces sorties, qui ne deviendra peut-être pas virale sur Twitter grand public, mais les développeurs vont absolument créer des choses incroyables à partir de ça. Pour conclure, évoquons l'histoire la plus humaine. Les lunettes intelligentes, plus de 10 ans après Google Glass. Google Glass, annoncé en 2013, a vite été retiré en raison d'une adoption faible et du malaise qu'elle suscitait. La version originale est sortie en 2014, suivie d'une deuxième en 2017 pour les lieux de travail, retirée en 2023. Google a échoué 2 fois, mais en décembre 2025, il promet 2 nouvelles lunettes intelligentes pour 2026. L'article interroge « Pourquoi les lunettes intelligentes de Google ont-elles échoué alors que d'autres réussissent ?» La portabilité et l'acceptabilité sociale expliquent cela. Les objets connectés les plus populaires sont intégrés à des accessoires que les gens portent déjà comme montres, bagues, bracelets ou lunettes. La société a déjà normalisé cela depuis des siècles, et les recherches récentes intègrent des capteurs dans des bijoux attrayants. Les chercheurs ont créé la Scale Wearable Acceptability Range pour mesurer l'acceptabilité sociale des objets connectés avec des questions sur l'opinion des pairs. Noreen Kelly de l'Université d'État de l'Iowa et ses collègues l'ont découvert. L'échelle mesure principalement si l'appareil aide à atteindre un objectif, donc s'il mérite d'être porté. Si cela provoque de l'anxiété sociale liée à la vie privée ou à l'impolitesse. C'est essentiellement Google Glass, résumé en une phrase. Les gens trouvèrent que Glass était intrusif, ils se sentaient observés, même si vous n'étiez pas en train d'enregistrer, et c'est de là que vient le terme Glass Holes. Les lunettes intelligentes ont des avantages, notamment en santé mentale et en chirurgie, mais la vie privée reste un souci. L'article est néanmoins très intéressant. L'apparence et la sensation restent la principale préoccupation des acheteurs. Les gens recherchent d'abord des appareils attirants comme accessoires, puis comme objets intelligents, et les produits vraiment réussis sont souvent pensés pour la mode et l'identité de la marque. Les spectacles de Snapchat ont été mieux acceptés socialement car elles sont des caméras présentées de façon plus normale. Le plus grand succès actuel dans cette catégorie est Meta, collaborant avec des marques comme Ray-Ban et Oakley. La plupart de ces produits ont des caméras frontales et des assistants vocaux de Meta. Le marché se tourne donc vers des lunettes à l'apparence classique, mais intégrant désormais l'intelligence artificielle. Le plan de Google pour 2026 prévoit 2 produits, un modèle audio et un autre avec écran sur les verres, similaire au Google Glass. Google prévoit de changer le format. Les nouvelles lunettes ressembleront à des modèles classiques, et non plus au design futuriste des Google Glass. Google décrit littéralement l'objectif comme étant de fabriquer des lunettes que vous aurez envie de porter. Ils travaillent aussi avec des partenaires de marques populaires. Au-delà de l'esthétique, Google a l'avantage de l'intégration grâce à Search, Maps et Gmail, ce que Meta n'a pas. Les supports promotionnels montrent les informations de Google Maps à l'intérieur des lunettes pendant que vous marchez. C'est le cas d'utilisation ultime, la navigation directement dans votre champ de vision. Et puis, il y a les capteurs. L'article propose d'ajouter plus de capteurs et de s'intégrer aux initiatives santé de Google, y compris les bagues connectées. De la tête, on peut détecter le rythme cardiaque, la température, la réponse galvanique et l'activité cérébrale avec l'électroencéphalogramme. Avec l'avancée des neurotechnologies, il est probable que des lunettes intelligentes captent bientôt des données électroencéphalogrammes du cerveau. Si cela arrive, l'histoire de l'assistant intelligence artificielle prend une toute autre dimension. Parce que maintenant, l'intelligence artificielle ne se contente plus de lire vos emails, elle suit aussi l'état de votre corps, votre stress, votre attention en temps réel. Très bien, c'est tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.